l'image au semaine كتلقى تيمسيوين بونسوار بركة دارنخ غساد ويس كوزو وسان داخل تداويت غتيناوتاد اللي دين خلان ونبقين غساد تداويت نربدو أمازيغ ديمار دي وانتيني زغ لايف زغ تغرمت nous dire merci d'être là ce soir. Bonsoir à tout le monde. Merci vivement d'être avec nous ce soir. Et vous qui nous suivez sur le live et online sur Facebook, je suis très heureuse d'être encore avec vous ce soir. Je crois que le programme de cette semaine fonctionne bien grâce à la capacité des chercheurs que nous recevons à savoir communiquer leurs recherches, leur expérience aussi et qu'on peut dire que l'émission fonctionne bien grâce à vous pour un programme de recherche avec des thèmes variés et 10 heures qui est pas très exposé, 18 heures surtout l'heure du Maroc, 18 heures, voilà. Et malgré ça, vous êtes nombreux à nous suivre sur la page Facebook. Merci beaucoup à vous. Ce soir, j'ai un grand plaisir d'accueillir avec nous ce soir notre cher professeur, monsieur Ahmed Sabir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Allah Malika, bonsoir à tout le monde. Marhaba. Vraiment, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous. Merci de répondre à notre invitation, l'invitation de l'Université d'été à Mazir. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler des relations culturelles entre le Souss et les îles Canaries. Effectivement, c'est ce que nous allons essayer de faire. Et en résumé, naturellement, parce qu'il y a tant de choses à dire, qu'en fin de compte, on va juste cibler les pics de ces thèmes qui sont aussi importants et qui unissent justement l'Afrique du Nord en général, le Maroc en particulier, et tout précisément le Souss avec les îles Canaries, avec lesquelles nous partageons pas mal de points communs, aussi bien au niveau langue que du point de vue culture et civilisation. Alors, Monsieur Saber, vous étiez ex-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Ibn Zohra à Agadir de 2005 à 2014, aussi ex-vice-doyen de la même faculté en 89-2013, ex-directeur du laboratoire de recherche LSLC, laboratoire des sciences du langage et culture, lettres et des sciences humaines, université Ibn Zohra à Agadir. Vous étiez aussi professeur dans l'enseignement supérieur au département des études hispaniques à la faculté des lettres et des sciences humaines, université Mohamed V Karaba de 83 à 89. Enseignant du département des études hispaniques à la faculté des lettres et des sciences humaines, université Ibn Zohra à Agadir, et enseignant au département des études amazigh à la même faculté. Professeur invité à l'université de Las Palmas, de l'université de la Laguna, l'université de Cadiz en Espagne, l'université des sciences appliquées en Francfort en allemand, aussi responsable de beaucoup de responsabilités de recherche scientifique, pédagogique, d'activités culturelles et scientifiques. Monsieur Sabir, vous avez aussi publié plusieurs livres que je vais citer quelques-uns. Histoire de Santa Cruz, Mémoire du Maroc des années 50 en images, Dirasat Sahrawiya, Abar al-Sahra, Dictionnaire Teknarit, Espagnol, Amazigh et Espagne, et des articles divers publiés dans des revues nationales et internationales, et des participations de conférences et de rencontres locales, nationales et internationales en linguistique, toponymique, traduction, histoire, anthropologique, audiovisuelle et bien d'autres. Vous avez obtenu, Monsieur Sabir, l'Wissam de trône à l'Alaouite, de grade de chevalier, le 30 juillet 2011. Votre thèse de doctorat d'État était la première en études hispaniques inscrite et soutenue au sein de l'université marocaine en 22 septembre en 89. Un parcours assez intéressant, Monsieur Sabir. Et pour moi, c'est avec une grande fierté et avec un profond respect que je vous reçois ce soir. Aussi, j'étais aussi votre votre ex-étudiante, je crois.
Le département d'Amazigh, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, j'étais votre étudiante en langue et culture amazigh, en master langue et culture amazigh, et je suis vraiment très fière de ça. oui, oui, tout ça, c'est très intéressant. Je voudrais ajouter juste mon occupation actuelle. Bien sûr, j'ai quitté l'université, mais je reste enseignant-chercheur. Je reste chercheur plutôt. Et je publie pas mal de trucs, aussi bien en langue arabe, en français et en espagnol. Nous allons en parler si le temps le permettra. Et je travaille aussi en tant que dans le milieu associatif. Je citerai deux perspectives. En premier lieu, je suis vice-président du Centre Sus Massa pour le développement culturel, mais j'ai également une association. Je dirige une association d'un collectif d'enseignants-chercheurs et de doctorants étudiants en master et doctorat qui s'intitule Forum national d'orientation pédagogique, qui s'intéresse justement à rapprocher l'université des milieux ruraux, des lycées du milieu ruraux. Voilà, entre autres. D'accord, merci une autre fois d'accepter notre invitation, Monsieur Ahmed Saber. Alors, les habitants des îles Canariens, des îles Canaries, de Tigzirin, Tkenarayin, non loin du côte africaine, ont toujours eu une place plus ou moins importante selon les époques au sein des discours sur l'histoire et l'identité amazigh. Est-ce qu'aujourd'hui, les Canariens sont convaincus de cette référence extérieure pour expliquer qu'ils sont et afin de comprendre comment ils ont donné au sein de cette appartenance, cette appartenance et son effet sur la construction de l'identité nationale des Canariennes, Monsieur Saber. À vous la parole. Oui, c'est une bonne question. Oui, merci. En tout cas, c'est une très bonne question pour commencer. En fait, on a tendance à se demander si les Canariens sont fiers de leur identité historique amazigh. Je peux vous confirmer aujourd'hui que la société civile, avec les jeunes, hommes et femmes, au milieu des Canaries, que ce soit au niveau de l'université ou en dehors de l'université, les gens sont fiers de leur identité et de leur, disons, distinction par rapport à d'autres pays, à d'autres régions et des pays européens, et même par rapport à la péninsule ibérique. Naturellement, ce substrat amazigh des îles Canaries est un levier très fort du point de vue touristique, en particulier parce que nous savons, quand nous parlons des Canaries, et nous avons en tête en premier lieu une prédominance du tourisme international, non seulement allemand, ni seulement français, mais de toutes les nationalités du monde. Et tout cela, dans ce tourisme, dans ce mouvement économique très fort, la culture amazigh, bien sûr au-delà de la langue elle-même, la culture amazigh garde une place prépondérante et privilégiée. D'accord, alors. C'est dire que au sein de l'université, je voudrais rappeler justement à cette occasion, toujours en réponse à votre question, si les Canariens sont reconnaissants de cette culture amazigh qui est la leur, je peux dire qu'avant 1975, lors de la dictature de Franco, c'est presque un tabou de parler de l'identité amazigh des îles Canaries, bien sûr pour des raisons proprement politiques, même si l'idée en soi est bonne et noble, c'est-à-dire reconnaître ses racines africaines, amazigh africaines. Nous allons parler avec plus de détails, si vous le voulez, le moment venu. Alors, je dois maintenant m'arrêter et vous passer immédiatement la parole, Monsieur Ahmed Saber. D'accord, merci. D'abord, je ne pourrais commencer à parler sans remercier, sans dire un grand merci à notre ami Mostafa Sadi pour avoir pensé à nous, à moi personnellement dans ce cas et à mes collègues qui sont passés avant moi et qui vont
certainement passer après moi pour cette thématique très intéressante et variée, pluridisciplinaire. Mais également un grand merci à notre ami Hussein Bouyarkoubi qui m'a proposé, je crois. Je le remercie pour cela. Et à vous-même, la Malika, et c'est un honneur pour nous qu'une étudiante, une ex-étudiante de notre département des études à Mazir, de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université d'Agadir, occupe ce poste en ce moment, dirige ce dialogue si important pour nous. Après, je ne pourrais commencer non plus sans répondre à une question qui pourrait se présenter éventuellement chez les gens qui nous suivent en ce moment, à savoir comment un certain Sabir d'Insgan, d'Agadir, qui n'est pas une zone hispanophone, s'intéresse à ces thématiques dans ces îles Canaries qui sont aujourd'hui hispanophones. Effectivement, lorsque j'étais étudiant à l'université Mohamed V de Rabat, au département d'espagnol bien sûr, je me suis arrêté à la Bibliothèque nationale, comme par hasard, sur un article de l'Autrichien, de l'éminent chercheur autrichien Dominique Welfel, qui s'intitule, un très petit article, mais très puissant, très important, très condensé, qui s'intitule Le nom des nombres chez les Guanches des Canaries, écrit en français, figurez-vous. Et c'est publié dans la revue Esperis, si je ne me trompe, 1928. Cet article, justement, montre comment les Canariens, dans le cadre de leur amazérité identitaire, nommaient les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, etc., Yansin, Karat, Cosmos, etc., les nommer en utilisant des termes semblables au nom que Dominique Olfeld a détecté parmi les populations amazighes du Sousse, par exemple, ou du Maroc. C'est ainsi que cet article m'avait interpellé fortement et je me suis dit, c'est pas possible, c'est un trésor, cet article qui parle justement, qui me montre pour la première fois que de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas très loin, à 1 heure d'avion seulement, à 100 km, nous sommes à 100 km de l'île de Lanzarote, l'île la plus orientale. Et dans ces 7 îles des Canaries, les nombres parlant amazigh, les noms étaient cités comme nous appelons nous au Maroc. Mais bien sûr, la façon dont ils ont été transcrits est défectueuse, c'est tout à fait normal. Le chroniqueur, Dominique Wolfel, qui les a transcrits, étant lui-même autrichien, donc passant par l'allemand, comment transcrire un nom amazigh, et il les a transcrits comme il a cru les entendre. Mais on reconnaît facilement que Yann, un, chez nous, c'est Night, selon Dominique Wolfeld dans cet article. Sin, Sinetti, Cause, Cosetti, Mrau, Mrava. Bien sûr, reste la transcription qui est défectueuse. À partir de ce point, je me suis dit, tiens, là, c'est un trésor de recherche et je dois m'y mettre pour y faire mon doctorat. Chose qui n'est pas arrivée. Je n'en ai pas fait mon doctorat. J'en ai fait bien plus tard, une décennie, sinon plus 2 décennies plus tard, des publications, mais pas ma recherche de doctorat parce que je n'avais pas trouvé à l'époque un directeur de recherche qui pouvait assurer donc la direction de ce travail. Mais à partir de là, je me suis posé un nombre considérable de questions, entre autres. Comment l'amazigh, la langue et la culture amazigh est-elle parvenue aux îles Canaries? Bien sûr, de quelle époque à quelle époque? Et par quels moyens? Les îles étant dans l'Atlantique, comme je disais, l'île la plus orientale
les deux îles les plus orientales, Lanzarote et Fuerteventura, sont à quelques 120 km de la côte de Tarfaya, et donc est définie. Et donc, la question s'était posée, comment sont-ils parvenus à ce point? Est-ce que les Amazirs étaient partis naviguer, étaient partis de leur propre gré vers ces îles Canaries pour les découvrir, ou est-ce qu'ils ont été forcés de partir pour vivre dans ces îles? Là, c'est la grande polémique qui existe encore aujourd'hui, qui n'est pas encore achevée parmi les grands chercheurs canadiens et archéologues et historiens et chroniqueurs, aussi bien à l'université de Las Palmas de Gran Canaria, qui a presque 34 ans maintenant, que dans l'université de La Laguna, qui a plus de 230 ans, si ce n'est plus. Les recherches continuent à se faire. La thèse la plus évidente, la plus défendue pour ainsi dire, c'est que les Amazirs du continent, en l'occurrence du Souss, par exemple, du Souss-Dra, l'ancien Souss-Massadra, la grande région, des habitants de ces zones ont été déportés pas de leur propre gré, bien sûr. Mais quand cela s'est-il passé? Naturellement, les chroniqueurs sont tous presque d'accord sur le fait que ça ne peut dater que de l'avènement de l'ère chrétienne, c'est-à-dire entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Les chercheurs, les plus éminents chercheurs qui défendent cette thèse aujourd'hui sont, entre autres, pour ne citer que cela, à leur tête, bien sûr, l'éminent archéologue Antonio Tejera Gaspar, maintenant professeur retraité, qui continue à faire ses recherches justement à l'université de La Laguna et qui est venu maintes fois à Agadir justement dans le cadre de ses recherches et de ses parallélismes. Les chroniqueurs et les historiens qui défendent donc que l'amazirité des îles Canaries date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, quand les Amazirs ont été déportés par la force des armes des Romains vers les îles Canaries. Et à partir de là, ils ont appelé ces îles que les Romains avaient découvertes auparavant et qui étaient censées, ces îles qui étaient censées être, ne pas être peuplées du tout. Et que le premier peuplement était celui des Amazirs déportés par les Romains vers les Canaries. Il semblerait, d'après les recherches faites, que les arrivages des populations, les déportations ou les déplacements sont au pluriel. C'est-à-dire que si les Romains, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ont été les acteurs en quelque sorte de ces déportations des Amazirs qui s'étaient soulevés contre le régime de Rome, contre le régime de Juba qui était pro-romain. Ils les ont donc déportés à titre de punition, d'exil, si vous voulez, vers ces Canaries, sachant que les îles ont toujours été un lieu d'exil dans la civilisation romaine. Mais les historiens sont également d'accord que ces flux, ces arrivages du continent vers les Canaries, si bien l'arrivage le plus important était celui de la déportation qui se positionnerait entre le IIIe siècle de Jésus-Christ et le IIe siècle de Jésus-Christ, donc la plus forte en ce moment-là, elle aurait été suivie d'autres arrivages du continent vers les Canaries. Et ça va aller du IIIe siècle, comme je disais, ou du deuxième ou du 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer au XVIe siècle? Au XVIe siècle, justement, bien sûr, on tiendra compte de la chute de Grenade en 1492,
Mais également, on tiendra compte que Christophe Colomb était parti de la péninsule ibérique pour découvrir les Indes, mais il a découvert les Indes, les Indes d'Amérique. Et donc, les Amazirs déportés, les Berbères, les Amazirs déportés vers les îles Canaries ont peuplé ces îles du IIIe siècle, sinon du IIe siècle ou 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire que les îles Canaries ont vécu 16 siècles entiers d'amazirité, aussi bien langue que culture amazire. Et donc, rien d'étonnant aujourd'hui si les jeunes, aussi bien dans le milieu associatif que les chercheurs, d'éminents chercheurs au niveau de l'Université de Las Palmas et de La Laguna, mènent des recherches là-dessus, fixant entre autres des repères très importants tels que les gravures quand je parle des gravures rupestres, je parle également des inscriptions rupestres, ces inscriptions rupestres qui ne sont autres que le tifinagh que nous connaissons dans l'Afrique du Nord et que nous trouvons par-ci par-là dans les inscriptions rupestres de nos montagnes au Maroc. Donc, ces inscriptions rupestres ont la curiosité suivante que les chercheurs n'ont pas encore entièrement résolu. Je cite à ce propos, à côté du professeur Antonio Tejera Gaspar, je citerai Renata Springerblum, qui est une spécialiste qui a fait sa thèse avec le professeur Feu Lionel Galland sur les inscriptions rupestres entre l'Afrique du Nord et les Canaries. Je citerai Nona, notre amie Nona, la professeure, qui est aujourd'hui la directrice du patrimoine aux Canaries et qui fixe justement une particularité très importante, à savoir que sur certains sites rupestres, d'inscriptions rupestres, elle a repéré, entre autres collègues, avec son équipe de chercheurs, des inscriptions rupestres où nous trouvons aussi bien des tifinas, qu'on nous voyons sur cette image, à côté des caractères latins. C'est très curieux, en science il n'y a pas de curiosité, mais c'est une façon de dire, ça attire vraiment la curiosité des chercheurs au point qu'aujourd'hui, c'est le thème du jour et l'explication qui semble être la plus éminente à ce sujet, c'est-à-dire cette mixité entre les inscriptions tifinagh et les caractères latins, comme on voit sur cette image, est l'image justement des populations, du moins d'une certaine catégorie de l'élite de la population qui a été déportée du continent, c'est-à-dire du Maroc dans ce cas, vers les îles Canaries, à l'époque de Juba II, à l'époque où la partie nord particulièrement avait été, disons, occupée par les Romains, romanisée, latinisée, et que l'élite connaissait, qui écrivait bien sûr, et que l'élite qui écrivait aussi bien le tifinagh que la graphie latine. C'est donc la thèse qui est aujourd'hui sur la table des chercheurs de l'université de Las Palmas concrètement, mais également de l'université de La Laguna, parce qu'il y a des équipes de recherche mixtes à ce niveau, qui, d'ailleurs, j'ai eu personnellement le plaisir de faire partie d'une investigation, une recherche sur le terrain et à travers laquelle nous sommes arrêtés sur des sites où nous avons repéré cette mixité entre les gravures rupestres, entre les inscriptions rupestres tifinagh et les inscriptions rupestres du caractère latin. Et il semblerait même, d'après certaines premières analyses qui ne sont pas finies, il faut le dire, que le texte écrit en caractère latin serait la traduction, ou quelque chose comme la traduction du texte écrit en tifinagh. Ceci dit, j'insiste sur le fait que si nous comparons, par exemple,
disons, la conquête de la péninsule ibérique par les musulmans arabes et berbères et amazirs en 712 du 8e siècle jusqu'au 14e siècle. Ce sont 8 siècles de séjour de l'islam et de la langue arabe et amazir dans la péninsule ibérique. Alors que là, ce sont 16 siècles, c'est-à-dire 16 siècles, c'est-à-dire le double de la période du séjour de l'islam et de l'arabe et de l'amazir dans la péninsule, le double de cette période en nombre de siècles dans les îles Canaries. 16 siècles de langue amazir et de culture amazir. Donc, tout ce temps ne peut s'effacer. Il est indélébile en quelque sorte, parce qu'il y a non seulement ces gravures rupestres qu'on peut voir aujourd'hui même et qu'on peut comparer. D'ailleurs, il y a des études qui sont encore en train de se faire, aussi bien au niveau du Maroc qu'au niveau des Canaries. J'ai cité tout à l'heure la professeure Renata Springer-Brook qui a parcouru tous les sites rupestres, les inscriptions rupestres du Maroc d'une façon générale et qui a donc, comme je disais, publié sa thèse avec l'éminent chercheur et professeur feu Lionel Galland sur les inscriptions rupestres aux Canaries et au Maroc. Je ne pourrais taire en quelque sorte quand je parle de la langue et de la culture, ce sont deux volets évidemment différents, complémentaires mais différents. Quand je parle de la langue, c'est-à-dire que dans ces îles Canaries, pendant 16 siècles entiers, la langue utilisée était l'amazir, la langue amazir. Mais quel amazir? Quel amazir, me dira-t-on? Bien sûr, aujourd'hui, quand on en parle, on doit se référer à l'époque où les gens ont été transférés, déportés par force vers les îles Canaries. Quel amazir il parlait? Il parlait certainement un amazir qui serait la langue mère, en quelque sorte, entre guillemets, de l'amazir actuel. Je ne veux pas dire le tashlahit, le tarifit ou tamazir, mais une langue qui serait plus universelle, en quelque sorte. Ce qui fait que à partir du XIVe siècle, les chroniqueurs européens qui s'intéressaient aux îles Canaries, donc aux îles Canaries amazir, culturellement et linguistiquement, qui s'intéressaient donc à ces îles, ont été surpris et automatiquement ils ont, disons, pris note et décrit ces caractéristiques amazirs qui sont autres que celles de leur pays d'origine européen, que ce soit la France, l'Espagne, le Portugal ou autre. C'est donc une culture différente qu'ils ont décrite. Aujourd'hui, fort heureusement, on a ces écritures. On a ces écritures, et ces écritures qu'on peut lire aujourd'hui dans un éminent bouquin en 2 volumes, bouquin, je veux dire, un éminent livre, un gros livre en 2 volumes de presque 2000 pages de l'éminent chercheur allemand, autrichien, écrit en allemand puis traduit en espagnol. Cet ouvrage s'intitule Monumenta Lingua Canaria. Monumenta Lingua Canaria. L'auteur, bien sûr, que je le disais tout à l'heure, c'est l'autrichien Dominique Welfel, qui est l'auteur de l'article que je citais au départ concernant le nom des nombres chez les Guanches des Canaries. Heureusement donc que ces chroniqueurs et ces historiens ont décrit ces aspects-là et qu'un certain Dominique Welfel les a réunis, du moins le volet linguistique, mais le volet culturel aussi a mérité toute l'attention de ces chercheurs, au point qu'aujourd'hui, nous trouvons dans les musées très parlants de ces îles Canaries, des musées de l'homme
à Las Palmas ou à Tenerife, où vous trouverez par exemple une exposition de poterie très riche, mais vraiment très riche. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait que la terre pour faire ces ustensiles à utiliser quotidiennement comme plat pour manger, pour boire, etc., pour traire le lait également. Et effectivement, nous sommes surpris. J'ai été personnellement surpris, mais agréablement surpris, de voir dans ces musées des pièces qui me rappellent celles de ma terre, celles du Chouss. Je citerai, à titre d'exemple, une espèce de bol que nous appelons en amazigh azakoun, pour traire la chèvre ou pour traire la vache. Et effectivement, ces ustensiles sont vraiment très bien faits à la main. Il n'y avait pas de tour à l'époque. Mais puis ils sont faits à la main. Ils l'ont été jusqu'à pas très longtemps d'ailleurs. Il y a encore quelques femmes très âgées qui pratiquent encore cet artisanat local à base de la terre cuite en quelque sorte, pour faire ces ustensiles qui sont aujourd'hui très appréciés des touristes, très appréciés des visiteurs des musées et qui sont vraiment parlants. Et je ne peux passer sans parler de la chèvre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a à faire, la chèvre, dans cette histoire? Effectivement, la chèvre, lorsque tout ça c'est écrit, je ne parle pas à partir du néant, ce sont des écrits dignes de foi que je cite. Je pourrais citer un certain Français, René Vernoux, qui a décrit l'histoire de son séjour pendant 7 ans avec les Guanches des Canaries et qui a parcouru toutes les îles et qui nous a légué un travail extraordinaire, écrit en français d'abord, puis traduit en espagnol, mais vraiment une pièce précieuse comme ouvrage pour ceux qui voudraient lire et comprendre ces aspects. Je parlais de la chèvre. Lorsque lorsque les Romains avaient déporté par la force des armes les Amazirs qui s'étaient soulevés contre Rome, autant le dire, ils s'étaient soulevés contre Rome et ils ont été pris, mis dans des embarcations et exilés vers les îles Canaries à titre de punition, justement pour s'être soulevés contre le pouvoir de Rome. C'est le pire la pire des punitions qu'il pouvait y avoir, si ce n'est celle où les soulevés étaient remis aux bêtes pour être comme nous voyons dans certains films historiques. La chèvre est donc un personnage très important, non seulement parce que les Romains, comme par pitié, entre guillemets, je le dis comme ça, mais ce n'est pas vérifié, ils avaient mis ces gens qui s'étaient soulevés, ces Amazirs qui s'étaient soulevés contre le pouvoir de Rome dans des embarcations, mais avec eux également quelques chèvres. C'est curieux, quelques chèvres. Et ce sont ces chèvres qui les avaient alimentés durant le parcours de trajet, mais également lorsqu'ils sont arrivés sur place parce que les îles étaient désertes, étaient inhabitées, totalement inhabitées. Il se trouve que les gens qui étaient déportés, les Amazirs qui étaient déportés, les personnes, hommes et femmes et jeunes hommes qui étaient déportés, ils étaient également ils ont porté avec eux, si on peut dire, leur langue et leur culture, aussi bien leur culture matérielle que leur culture immatérielle. Et la chèvre est un exemple frappant, très éloquent à ce niveau, parce que ici s'applique la règle de la physique qui dit que rien ne se perd, tout se transforme. Et quand elle est vivante, comme dans le pays, chez nous, dans le sud, la chèvre nous donne le lait, elle nous donne le beurre, le fromage peut-être dans le riz. Et quand nous l'égorgeons, nous mangeons disons, sa viande, et nous utilisons également ses os. Même les os ne sont pas perdus. Quoi dire de la peau?
bien sûr, l'époux, comme vous voyez dans cette image, c'est un comment je vais l'appeler, tawilkt chez nous, mais c'est une tawilkt canarienne. Aujourd'hui, dans les principaux musées des Canaries, c'est le sac à dos, entre guillemets, du berger, dans lequel, dans cette tawilkt, dans ce sac à dos, le berger met son gornijane, gorntomit, et les chroniqueurs nous ont décrit encore une fois que certains bergers qui gardaient donc entre autres dans ce type de tawilkt ou dans ce type de sac à dos de peau de chèvre leur gornijane ou la farine de l'orge. Ce que les Canariens actuels appellent le gofio. Et d'ailleurs, c'est un mot que nous trouvons encore aujourd'hui dans les provinces du sud du Maroc, le gofia. Le gofio, c'est effectivement agonisien, agontomie. D'ailleurs, c'est la même odeur, la même préparation, le même art culinaire. Et ce qui est curieux, c'est que les bergers canariens préparaient le mélisse ou leur toumit, parce que dans cette peau, en utilisant cette même peau où ils mettaient donc cette farine, ils traitaient du verbe traire, ils le secouent et ils boivent c'est leur petit déjeuner, si ce n'est leur déjeuner pour la journée, et ils sont bien partis. Il se trouve que je disais tout à l'heure que rien ne se perd du corps de la chèvre, tout se transforme. Le moulin pour faire le gofio, pour faire gorinjan, pour faire cette farine d'orge parfumée qui était et qui est toujours dans notre campagne du sud du Maroc un aliment extraordinaire avec lequel on prépare le bsis, toumit, le méris également. Ce sont des variantes donc de nourriture traditionnelle. Et ces aliments sont toujours très appréciés aux Canaries, sauf qu'aujourd'hui, le gofio se prépare non seulement à base de la farine de l'orge, comme c'était le cas chez nous, comme c'est le cas chez nous aujourd'hui encore, ce qui est original, et originel et original en même temps. Mais aux Canaries, il se trouve encore que les Canariens préparent leur gofio non seulement à base de la farine d'orge, mais également avec du maïs, la farine de maïs, la farine de pois chiche, la farine de tas d'autres éléments de l'agriculture. Sachant que si je parlais tant de la chèvre, c'était pour en arriver à la conclusion que ces populations amazirs des îles Canaries étaient des populations qui menaient une vie agropastorale, exclusivement agropastorale. Les chèvres s'étaient multipliées, les chèvres qu'ils avaient apportées du continent, dans ce cas de la côte atlantique du Maroc, s'étaient multipliées dans la nature, en pleine nature, et ils faisaient ce qu'ils appelaient la apania, c'est-à-dire qu'ils sortaient en groupe pour retenir, pour chercher les chèvres qui se sont multipliées dans le plein air pour les amener vers des espèces d'écuries, en quelque sorte. Un autre aspect très important, à ne point négliger, qui nous rappelle également tout ce que je viens de dire, a son parallèle de notre côté. Si j'ai parlé de tawilkt, nous avons également notre tawilkt. Si j'ai parlé de gofio, nous avons notre toumit, d'orge, exclusivement chez nous. Si je parlais d'os, l'os est utilisé pour faire tourner le moulin à main. Chez les Canariens, nous avons des témoignages dans ce sens, et ils ont des moulins comme les nôtres, ce
qui est tout à fait normal, encore une fois. Je voulais dire, on attire mon attention sur la vie agro-pastorale de ces populations amazighes, des îles Canaries, que parmi les sites, parmi les points les plus importants et les plus appréciés aujourd'hui de cette civilisation amazigh aux îles Canaries, je peux citer les greniers collectifs. Chez nous, nous avons des agadirs, bien sûr. Des agadirs construits à base de la pierre et de l'argile, de la chaux peut-être, mais plutôt de l'argile, parfois à base de l'argile. Mais nous avons également chez nous, avant d'arriver aux Canaries, nous avons également chez nous des greniers collectifs creusés dans la pierre. Je ne veux pas me dire une bêtise, mais je crois que du côté de Tiznit ou de Tafraout, il y a un grenier collectif creusé dans la roche. Et effectivement, celui-ci, c'est pour arriver à un ancêtre, si vous voulez, un type d'ancêtre. Ceci est un ancêtre des greniers actuels construits à base de pierre, ceux qui sont creusés dans le roc. Aux Canaries, concrètement, à l'île de Gran Canaria, pas loin de Las Palmas, il y a un grenier collectif qu'ils appellent le Cenobio del Valero, c'est-à-dire le grenier collectif du Valero. Et c'est là que les Canariens, les anciens Canariens, gardaient leur trésor, qui n'est autre en premier lieu que l'orge, qui était l'aliment le plus apprécié, le plus important dans leur vie. Je ne pourrais parler également de la culture canarienne, amazigh canarienne, sans parler du patrimoine culturel immatériel. Ici, je me réfère à ce que d'aucuns appellent folklore, si vous voulez. Et les divertissements étaient quotidiens aux îles Canaries, toutes comme chez nos Amazirs, ici au niveau du Maroc, par exemple. Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. Et tous les instruments sont bons pour faire la musique également. Et il se trouve que les anciens Canariens chantaient beaucoup. Les anciens Canariens Amazirs, d'abord, chantaient beaucoup, dansaient également. Et ils avaient des chants et des danses qui nous rappellent les nôtres au Maroc. Des danses à base des mouvements de pieds et des mains. Et ici, je m'arrêterai, comme le montre cette image, sur la troisième image d'en bas, où nous voyons les danseuses, les jeunes danseuses de Qalat Mkouna, la danse de Qalat Mkouna, qui est une danse fabuleuse. À voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, et à garder surtout parce que vraiment, la folklorisation parfois dérange énormément et elle enlève le charme en quelque sorte de l'authenticité. C'est une danse authentique où les femmes, je parle de la danse de Qalat Mkouna qu'on connaît, que nous avons vu à la télévision au moins, où les hommes, il y a une file de demoiselles, une file d'hommes. Les deux se tiennent chacun de son côté, les coudes très serrés, et bougent comme si c'était un seul homme ou une seule femme, avec le même rythme, au son du tambour et d'autres instruments de musique. J'ai toujours été interpellé par cette danse parce que même si je n'ai pas encore réussi à faire une étude précise et détaillée, ça exigerait un travail en commun avec des musicologues et des experts dans ces domaines. J'ai toujours comparé cette danse de Qalat Mkouna avec une danse canarienne qui est très, très authentique, qu'on ne trouve nulle part. C'est la danse du Sirinoke, Tajaraste et Sirinoke. Et il est question, justement, parce que dans le Tajaraste et Sirinoke également, les jeunes hommes et les jeunes demoiselles se tiennent de la main, de la même sorte que celle
que ce que nous voyons dans la danse de Qalaat Mgouna. Et c'est vraiment très intéressant. Ce sont là des portes ouvertes sur la recherche et à découvrir, et euh, la langue. La langue, bien sûr, lorsque au XVe siècle, après l'arrivée des chroniqueurs et des chercheurs au XIVe et la découverte des spécificités des Canaries, Christophe Colomb a redécouvert ces îles Canaries, étant en route vers les Indes, des Indes d'Amérique plus que les Indes de Calcutta, et il a en quelque sorte donné ces îles aux rois catholiques Ferdinand et Isabelle, los Reyes Católicos, et à partir de cette date, c'est-à-dire 1492, fin du XVe siècle, cette date de fin du XVe siècle allait être un tournant décisif dans l'identité culturelle et civilisationnelle des îles Canaries. Pour la simple raison que, à partir de cette date, a eu lieu la christianisation des îles Canaries. C'est-à-dire qu'ils sont passés, quand je dis christianisation, je ne l'ai pas dit auparavant, mais j'aurais dû dire que les habitants des îles Canaries du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIe siècle étaient des païens. Et donc, la christianisation suppose que les habitants des îles Canaries devaient abandonner leur paganisme pour embrasser en quelque sorte le christianisme. Ceci d'un côté. Quand je dis christianisation, embrasser le christianisme, ils ont également été obligés, les Amazighs des îles Canaries ont également été obligés d'abandonner, de faire caso omiso, de fermer en quelque sorte, c'est l'expression espagnole, hacer caso omiso, de laisser ils ont été obligés de laisser leur langue d'origine, l'amazigh, pour adopter l'espagnol. Donc c'est un bouleversement, bien sûr, qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est évident. Mais le fait que los Reyes Católicos, les rois catholiques Ferdinand et Isabelle, ont mis la main sur les îles Canaries, ils ont christianisé les îles, ils ont hispanisé les îles. Christianiser, ça veut dire ôte le paganisme. Hispaniser les îles du point de vue langue, c'est-à-dire l'amazigh ôte également. Mais comme je disais, je le répète, une langue ne disparaît jamais du jour au lendemain. Et une culture ne disparaît jamais du jour au lendemain. Les gravures rupestres sont un témoignage très éloquent de ce fait que la langue ne disparaît pas du jour au lendemain. Mieux que ça, les toponymes, les noms de lieux, les îles Canaries sont une pépinière de toponymes amazighs que l'on peut découvrir et auxquels un Marocain amazigh étant en visite aux îles Canaries, pour lesquels il ne peut être indifférent. Si nous regardons une plaque comme celle-là, une indication comme celle-là, nous trouvons à droite Tamaraceite, c'est à Las Palmas, à Gran Canaria. Tamaraceite, moi en tant qu'amazigh, notamment de la région du Souss, je ne peux être indifférent à ce toponyme où je relis Timerset, Tamaraceite. Bien sûr, vous allez me dire, mais c'est une forme espagnole, bien sûr, avec le E à la fin, qu'on dit E. Si vous l'enlevez, et vous allez lire Timerset, tout simplement. Un peu plus à gauche, vous allez à côté du petit avion, là, vous allez voir Telde. Telde, qui connaît Agadir et Souss, saura que les Saadiens, au XVe siècle, avaient leur base arrière à
près de la source de Telde. Cette Telde, à côté du mausolée de Sidi Ahmed Mohamed que les Aïtarastes nomment Sidi Ahmed Mohamed. Donc, Telde. Et je peux citer une anecdote à propos, si le temps le permet, que étant à Telde, moi-même, en visite aux Canaries, à Gran Canaria, je me trouvais à Telde, aux Canaries, et avec des amis canariens. Et pour information, je leur disais, tiens, nous avons aussi un village qui s'appelle Telde. Telde. Telde, chez nous, c'est votre Telde. Ah oui, disent-ils. Effectivement, ils ont également été surpris, comme je l'ai été moi-même, en trouvant pour la première fois ce toponyme. Vous savez la réaction qu'ils ont eue? Ils m'ont dit, alors, puisque c'est ainsi, puisque vous avez un Telde, nous aussi, vous avons Telde, allons faire un jumelage entre les deux. Bien sûr, je n'ai pu retenir le rire, parce que Telde, ici, aux Canaries, c'est une ville avec ses tours et ses gratte-ciel, alors que notre Telde, c'est ce qui reste d'une petite oasis qui existait à l'époque avec un petit mausolée de Sidi Ahmed Mohamed et quelques palmiers. Bon, c'est pour rire. Mais n'empêche que la langue n'a pas disparu. Les toponymes sont très éloquents. Et je connais des spécialistes qui ont fait leurs travaux de recherche de haut niveau aux Canaries, aussi bien à l'université de Las Palmas que de La Laguna, sur ces toponymes. Bien sûr, parfois ils réussissent l'interprétation, parfois non, parce que justement, ils font la comparaison, c'est vrai, mais sans trop chercher à partager avec, disons, des chercheurs de l'autre rive, c'est-à-dire de chez nous. Bien sûr, quand je dis cela, bien sûr, là, j'ai passé sous silence de nombreux autres toponymes que dont Tafira, Galdar et autres. Azro, justement. Azro à côté de... Bon, nous avons 2 Azro au Maroc au moins, si ce n'est plus. Mais quand je parle d'Azro du Souss, c'est notre petit village au sud d'Agadir, à une vingtaine de kilomètres à peu près. Et les plaques le montrent parfaitement. Mais nous avons d'autres toponymes. Et ils ont, bien sûr, si nous avons notre Azro, eux aussi avaient, je dis bien avaient, leur acero, ils le prononcent ainsi avec tel majouma. Mais autant dire que de nombreux toponymes ont été effacés. Je ne parle pas de mauvaise foi, bien au contraire, je parle d'un fait réel, c'est que beaucoup de toponymes ont été traduits en espagnol et d'autres ont été carrément substitués par d'autres toponymes espagnols. À côté du toponyme Mazro, sur cette image, vous avez Tagant. Si je présente Tagant au sud d'Agadir, près de Gulmim, sur la route de Gulmim, bien sûr, c'est déjà la porte du Sahara. Aux Canaries, vous avez Tagandé. Tagandé. Bien sûr, si vous enlevez le « e » final, encore une fois, de l'hispanisation, vous allez vous retrouver avec Tagand. Avec un D peut-être, mais n'empêche que c'est toujours Tagand. Ce sont là des toponymes. En bas de l'image à gauche, ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est une plaque qui indique le village de Temerset. Je citais tout à l'heure Tamaracete à Gran Canaria. Ici, jusqu'à il y a une dizaine d'années seulement, en face de l'Institut agronomique d'Aïtmeloul, pour entrer dans ce village, vous avez une plaque qui indiquait Hay Temerset en français et en arabe. Et bien sûr, ça renvoie à Tamaracete. Bien sûr, certains chercheurs ont voulu rapprocher Tamaracete des Canaries avec Tamanrasset en Algérie.
alors que du point de vue phonétique, linguistique, c'est bien plus proche de Timur-Sid, c'est plus plausible du point de vue scientifique. La langue ne disparaît pas. Bien sûr, l'hispanisation a eu lieu. Aujourd'hui, la langue officielle aux Canaries, c'est la langue espagnole. À l'université de Las Palmas, bien sûr, c'est la palissade, si je le dis maintenant, mais autant le dire parce qu'il y a certains collègues, certains jeunes qui me disaient, et donc on parle toujours tamazir aux Canaries? Non, monsieur, on ne parle plus de tamazir. Mais les jeunes et la société civile est en train, je dis bien, est en train de récupérer ce patrimoine qui fait la singularité des îles Canaries par rapport aux autres coins, aux autres points de l'Europe. La singularité, c'est que dans ce milieu aujourd'hui hispanisé, christianisé, il y a une civilisation sous-jacente, un abstract de civilisation qui n'est autre que la langue et la culture amazigh. La langue amazigh, aujourd'hui, on ne la retrouve pas. Mais, deux choses. Un, les chroniqueurs, et je cite un ouvrage incontournable à ce niveau, écrit en espagnol. J'espère qu'un jour quelqu'un pourra le traduire en français ou en arabe pour le rapprocher de nos chercheurs, de nos jeunes chercheurs particulièrement. C'est Fray Abreu Galindo. L'auteur, donc, c'est Fray Abreu Galindo. Il a écrit un livre au XVIe siècle qui s'intitule Historia de la conquista de las 7 islas de Canarias. Histoire de la conquête des 7 îles des Canaries. Abreu Galindo. Historia de la conquista de las 7 islas de Canarias. Une œuvre incontournable, une clé pour s'introduire à la langue et à la culture des Canaries. Cet ouvrage pose des problématiques encore aujourd'hui à jour, après tant de siècles. D'éminents chercheurs comme ceux que j'ai cités, je citerai entre autres notre cher ami et collègue Díaz Alayón, qui est une spécialiste également de la toponymie canarienne, amazigh et non amazigh, mais spécialement amazigh en ce qui nous concerne. Et justement, ces chroniqueurs ont documenté, ont entendu des mots qui ne sont pas espagnols au XVIe siècle, au moment où la langue amazigh commençait à disparaître, à tomber en désuétude, si vous voulez, aux îles Canaries. Ils ont quand même relevé certains mots. Je pourrais citer une centaine d'exemples, mais je me limiterai à 2 ou 3. Par exemple, il disait que amen, lorsque nous disons amen, c'est-à-dire l'eau en amazigh, il disait que les amazighs l'appelaient amen. Il a transcrit A-H-E-M-E-N. Mais on retrouve le mot amazigh, amen. Et comment ne pas parler du lait, aro, de la chèvre que j'ai cité tout à l'heure, qui est un sacré personnage. Rien ne se perd, tout se transforme. Bien sûr, à commencer par le lait. Aro, chez nous, en amazigh, c'est-à-dire le lait, dans ses différentes formes. Ces chroniqueurs, entre autres Galindo, dans son livre que j'ai cité, c'est-à-dire l'Historia de la conquista de las 7 islas de Canarias, il dit qu'il l'appelait Aho, A-H-O. Bien sûr, c'est ce qu'il a cru avoir entendu. Il a transcrit ce qu'il a cru avoir entendu. Il n'avait pas l'ouïe, l'oreille, le filtre linguistique pour transcrire Aro
tel que je le prononce maintenant, tel que le prononcerait une bonne dame n'importe où dans la campagne du Sud. J'aurais pu multiplier les exemples, mais ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, la polémique de la recherche n'est pas finie aux Canaries. Elle continue toujours. Le dernier cri, bien sûr, le dernier des auteurs, il y a des jeunes auteurs qui sont vraiment très producteurs à ce niveau. Je citerai un certain professeur chercheur Farroukhia qui a produit énormément de recherches, publié énormément de livres, mais également le débat qu'il soulève, lui et bien d'autres, sur les pages Facebook, sur les sites Facebook. L'un des cris les plus importants aussi à ce niveau est celui de notre éminent chercheur que j'ai cité au départ, qui est d'ailleurs l'ami de notre ami Hassan Bagri, que je salue à cette occasion parce qu'il a été avec Antonio Tejera, notre archéologue, éminent archéologue de première catégorie au niveau des Canaries, et le professeur Hassan Bagri ont été les initiateurs des relations entre les Canaries et le Maroc au niveau universitaire. Et en parallèle à cela, il y avait bien sûr les relations entre les chambres de commerce d'Agadir, par exemple, de Souss-Massa, et de Las Palmas. Mais je m'arrêterai sur ce qui nous concerne. Le professeur Antonio Tejera, notre ami commun, le professeur Bagri et moi-même, a remis en question une problématique aussi ancienne que le peuplement des îles Canaries depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, à savoir un livre qu'il a intitulé Antonio Tejera Gaspar, un livre qu'il a intitulé excusez-moi, je prends le livre Bereberes contra Roma, Bereberes contra Roma, Historia, insurrecciones indígenas en el norte de África y el poblamiento de las Islas Canarias. C'est-à-dire, voilà, c'est ce livre même, Bereberes contra Roma, insurrecciones indígenas en el norte de África y el poblamiento de las Islas Canarias. Ce livre date d'il y a 2 ans seulement, publié de rien, pose la problématique, une problématique très ancienne, mais il la remet à jour. Le professeur Antonio Tejera est convaincu d'avoir tous les ingrédients scientifiques qu'il a réunis depuis Abreu Galindo au XVIe siècle, passant par l'italien Leonardo Torriani, arrivant à Dominique Wolfel et bien d'autres. Donc il est convaincu qu'il a toute la matière et tous les ingrédients suffisants pour reposer cette question et voir comment s'était fait le peuplement des îles Canaries au départ par les Amazirs. Comment, autrement dit, comment Rome avait déporté, comme je disais, par la force des armes, des Amazirs, une population amazigh, pas toute bien sûr, et les soulevait, ceux qui s'étaient soulevés, il les avait déportés vers les îles Canaries à titre de punition, comme je disais. Et curieusement, c'est posé la question que nous devons nous poser nous-mêmes. Comment se fait-il que ces Amazirs, qui, par principe, ne sont pas beaucoup amis de la mer et de la navigation, théoriquement, reste encore à le démontrer ou à le démentir, comment ces Amazirs, donc, qui n'étaient pas amis de la navigation, sont-ils parvenus aux îles Canaries? Si ce n'est par le biais d'une déportation forcée
par les Romains qui les avaient mis, comme je disais au départ, dans des embarcations avec quelques chèvres pour leur alimentation. Ils les avaient laissés à leur au hasard, en quelque sorte, dans ces îles qui étaient totalement inhabitées. Cette carte que nous trouvons dans la publication universitaire Atlas Interinsular de Canarias, Atlas Interinsulaire de Canarias, montre parfaitement les itinéraires avec les pointillés, l'itinéraire que les Romains avaient suivi pour découvrir dans un premier temps les îles Canaries, peut-être à l'aube du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et comment, après le soulèvement des Amazirs, ici nommés berbères, après le soulèvement des Amazirs contre le pouvoir de Rome, Rome avait dépêché des militaires, des milices en nombre très important, justement pour maltraiter ces Amazirs qui s'étaient soulevés et pour les embarquer selon ces flèches en bleu vers les îles Canaries à titre d'exil. Le livre de Antonio Tejera parle justement en détail de cette problématique et en donne tous les arguments qui nous incitent à le croire. Parce que même si d'aucuns pensent que les Amazirs étaient partis tout seuls de leur propre gré vers les îles Canaries au IIIe siècle ou au IIe siècle avant Jésus-Christ, la thèse la plus évidente, je le dis et je le répète, la thèse la plus défendue aujourd'hui au niveau des universités canariennes, c'est que ces Amazirs ont été déportés par la force. Ce qui ne veut pas dire que des siècles plus tard, je dis bien des siècles plus tard, mettons par exemple au XVIIe siècle, cela ne veut pas dire qu'au XVIIe siècle, il y a eu ce que nous appelons la course la piraterie, si vous voulez, la course, aussi bien à Salé que dans ces côtes atlantiques ouest du Maroc, vis-à-vis des Canaries. Les habitants du Souss, ayant acquis certainement la maîtrise de la mer, de la navigation, se sont embarqués pour aller, non pas pour comme on dit, mais pour aller faire, parce que la piraterie c'est le pillage en quelque sorte, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Et donc, dans l'autre sens, les Canariens montaient aussi leurs pirates, leurs courses vers les côtes atlantiques marocaines, soit pour emprisonner des hommes, pour les amener à travailler comme main-d'œuvre dans l'industrie de la safra, de la canne à sucre aux Canaries, et vice-versa, les Amazirs également faisaient des otages, en quelque sorte, aux Canaries, hommes et femmes, et les amenaient vers les côtes atlantiques comme esclaves, comme travailleurs, comme ouvriers, comme prisonniers, comme esclaves, en un mot. C'est-à-dire que nous devons faire la différence entre deux choses distinctes. La déportation forcée au IIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ, la déportation forcée des Amazirs qui s'étaient soulevés contre le pouvoir de Rome, leur déportation en guise de punition vers les îles Canaries, et deuxièmement, la piraterie qui a lieu d'un côté comme de l'autre entre les îles Canaries et la côte atlantique marocaine. Ceci était si populaire, si courant, cette piraterie était si courante, que nous pouvons lire dans les chants populaires canariens une copla
une chanson populaire, une copla, qui raconte l'histoire d'un otage d'une dame sur les côtes canariennes, qui dit Mañanita de San Juan que Laurencia se fue a bañar sus carnes blancas. Vino un barquito moro y se llevaron a Laurencia. Ce qui veut dire que le jour de San Juan, c'est le jour d'une fête de San Juan aux Canaries, Laurence, une jeune demoiselle qui se baignait, se trouvait prise en otage par les pirates venus d'outre-Atlantique, c'est-à-dire de la côte d'en face, probablement le Sousse ou la partie nord du Maroc. Ceci est un aperçu assez général, mais je ne pourrais finir sans parler, entre autres, du travail conjoint qui a été fait le Sousse via son université, l'université de Mozour, la faculté des lettres et des sciences humaines concrètement, et très probablement aussi, mais plus exactement aussi, l'École nationale de commerce et de gestion, des actions conjointes faites entre cette université du Grand Sud et les îles Canaries. Je citerai un exemple concret, mené d'ailleurs, et rien de surprenant à cela, par l'un des initiateurs marocains des relations universitaires entre le Maroc et les Canaries, en l'occurrence le professeur Dr Hassan Bagri, originaire de Tcheira, vivant à Agadir aujourd'hui, enseignant-chercheur à l'université de Mozour au département d'espagnol, et du côté, donc professeur Hassan Bagri du côté marocain, professeur Dr Samper Padilla du côté de l'université de Las Palmas. Ces deux personnages, qui m'excusent de les appeler ainsi, ces deux personnes, en toute humilité, ont réussi à faire ce que pas mal de personnes n'ont pas pu faire. C'est quoi? C'était de monter un master conjoint Maroc-Canaries. Autrement dit, un master où interviendraient des enseignants-chercheurs marocains, et notamment de l'université de Mozour et autres universités marocaines, et des professeurs, d'éminents professeurs également de l'université de Las Palmas et de La Laguna. Mais il y avait un antécédent à cela, à la création de ce master qui a bénéficié à une ou deux promotions d'un groupe de pas moins de 30 étudiants qui ont réussi à leur master, parce qu'à l'époque, c'était presque, je parle des années, il y a maintenant presque 8 ans, je crois, près de 30 enseignants-chercheurs, d'éminents enseignants-chercheurs, docteurs, canariens, toutes les disciplines confondues, notamment côté culturel, linguistique, civilisationnel et culturel, se sont déplacés vers les îles, des îles Canaries, des universités des îles Canaries, Las Palmas et de la Laguna, vers Agadir, pour donner des séminaires, pour animer des séminaires au sein du département d'espagnol de l'université de Mozour. Le pivot de ce travail était deux personnes. Au niveau des Canaries, c'était le professeur Samper Padilla. Du côté marocain, c'était le professeur Hassan Bagri. Sans oublier qu'au départ, il y avait cette étincelle du professeur Antonio Tejera Gaspar, qui était l'initiateur, avec Hassan Bagri toujours, des relations universitaires entre le Maroc et les Canaries. Autant rappeler qu'avant, il y a maintenant près de 20 ans, encore une fois, le professeur Hassan Bagri et le professeur Antonio Tejera Gaspar, l'auteur du livre Rome et les Berbères, un livre avec un peu de chance que je publierai bientôt, parce que je l'ai traduit en français. Je suis en train
de chercher un éditeur dans ce sens. Je disais que des années auparavant, le professeur Hassan Bagri et le professeur Antonio Tejera ont fait un travail colossal et ont fait en sorte une fois que quelques 50 professeurs, chercheurs, toutes disciplines confondues cette fois, de l'économie, en passant par la physique, en passant par la langue et la culture, sont venus à Agadir pour célébrer ce qu'on appelait Primer Encuentro Marruecos Canarias, la première rencontre Maroc-Canaries. Cette première rencontre Maroc-Canaries qui a donné comme résultat les actes du colloque maintenant publiés déjà depuis l'époque, où nous trouvons toutes ces disciplines, tous ces axes de chacun de ces professeurs que j'ai cités et d'autres que je n'ai pas cités. Donc ce travail est unique au niveau du Maroc. Ça ne s'est pas répété. Ça ne s'est même pas répété au niveau des îles Canaries. Il était question, après la première rencontre Maroc-Canaries à Agadir, il était question que la deuxième rencontre devait avoir lieu aux Canaries. Malheureusement, jusqu'à ce jour, elle n'a pas eu lieu. Le master dont j'ai parlé est unique au niveau du Maroc. Master conjoint. Parce que la diplomation est conjointe. Parce que également les lauréats ont pu inscrire leur doctorat au niveau des deux universités des Canaries, que ce soit l'université de Las Palmas ou l'université de La Laguna. Et il y en a qui ont fini leur travail et qui travaillent aujourd'hui dans le pays, si ce n'est dans d'autres pays d'Europe ou les Canaries même. Quoi d'autre? Je crois, je ne sais pas, j'ai peut-être été un peu trop long, je me suis mis dans trop de détails, n'est-ce pas, Malika? Et si vous avez d'autres questions, je suis à votre écoute. Non, allez-y, s'il vous plaît. On vous écoute avec attention, monsieur Saber. Merci. C'est très intéressant. En tout cas, oui, ce qu'il y a de curieux, c'est que c'est un monde, tout ce monde, c'est juste à côté de nous. Bon, bien sûr, maintenant, nous vivons le Covid-19. Malheureusement, Dieu nous en délivre dans les meilleurs délais, avec la participation et la volonté de chacun, de tout un chacun de nos concitoyens. Et c'est un monde à côté avec lequel nous partageons énormément de choses. Vous savez, la ligne maritime qui existait entre les Canaries et Tarfaya était une bénédiction pour les habitants des deux rives de l'Atlantique. Je parle des deux rives de l'Atlantique, à savoir les Canaries et le Maroc. Ça aurait été, si ça continuait, et si on ouvrait, comme il était prévu également, une ligne maritime sur Agadir, ça aurait été une bénédiction pour le tourisme international. Nous savons que les Canaries ont un surbooking de tourisme international, notamment le tourisme allemand. Et Dieu sait que les gens sont prêts à collaborer. À un certain moment, nous étions partis très loin dans ce détail, dans cette approche de partenariat tourisme Canaries-Maroc, Canaries, Las Palmas, Agadir, Tenerife, Agadir, Lanzarote, Agadir, Fuerteventura, Tarfaya, etc. Via ces lignes maritimes, bien sûr, il y a aujourd'hui des vols assez économiques quand même. Je n'en fais pas la publicité, mais ce sont des vols en une heure à partir d'Agadir, vous êtes à Las Palmas. En une heure de Las Palmas, vous êtes à Agadir. Et vous découvrez un monde
qui n'est pas tout à fait différent du vôtre. Bien sûr, il y a la langue espagnole, arabe et amazigh d'un côté comme de l'autre, mais Dieu sait que quand les Canariens, si ce n'est ceux qui transitent, les Allemands et autres qui transitent par les Canaries, arrivent au Maroc, ils découvrent des choses aussi importantes. J'ai cité au départ les gravures rupestres. C'est une bénédiction au Maroc. Est-ce que nous avons exploité, est-ce que nous avons optimisé ces acquis touristiques? Je crois que je devrais m'arrêter, sinon je vais aller encore plus loin. En tout cas, oui, je vous écoute. Non, allez-y, monsieur Saber. Il y a des chercheurs marocains qui sont... Ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, qui travaillent sur cette parenté. Je parle de parenté, d'ailleurs, c'est de ça que je parle dans mon livre. Las Canarias Prehispánicas y el Norte de África. J'espère pouvoir vous le montrer ici. Dans ce livre, Las Canarias Prehispánicas y el Norte de África, qui aurait pu être ma première thèse de doctorat, il ne l'a pas été pour la raison que j'ai citée tout à l'heure, tout simplement parce que je n'avais pas trouvé à l'époque un directeur de thèse qui pourrait le diriger, qu'il soit marocain. Je ne connaissais pas à l'époque assez bien nos amis canariens, sinon ça aurait été le cas. Mais c'est un livre, ce n'est pas de la publicité, et d'ailleurs je remercie à l'occasion l'Institut royal de la culture amazigh qui l'a publié comme deuxième édition de ce livre, où je traite justement les parallélismes linguistiques et culturels, c'est-à-dire à peu près une bonne part du bagage que je viens de déballer ici même. Et chaque fois, je découvre des choses. Chaque fois, je découvre des choses. J'y parle, entre autres, de cette parenté culturelle. Parenté, c'est une parenté comme des parents, de vrais parents, entre les Canaries et le Maroc. Si j'ouvre une page quelconque sur Toumit, par exemple, de Gofio, c'est-à-dire la farine, je ne peux pas le décrire, il faut voir ça, il faut le consommer pour le savoir. En tout cas, Azenbo, la Toumit, quelque chose comme ça. Si j'ouvre ce livre à une page où je lis sur Toumit, moi-même, je suis encore aujourd'hui, 10 ans après la publication de ce livre, je suis étonné de voir que le chroniqueur qui, au XVIIe, sinon au XVIIIe siècle, si ce n'est le XIXe, qui décrit la façon de faire à Zenebo, de faire ce plat au niveau des Canaries, une description détaillée, il montre comment les femmes, exclusivement des femmes, aux Canaries bien sûr, à l'image de leurs collègues marocaines dans l'arrière-pays de Tiznit ou de Tafra ou de Ashtouk, Maroc. Les femmes cueillent des épis de blé, des épis d'orge encore vertes mais mûres, une à une, ils les mettent dans des sacs qu'ils vont porter chez soi pour effriter, pour séparer les grains de la paille, les faire bouillir dans de l'eau salée avec des ingrédients et des plantes médicinales, comme Timija par exemple, et autres, le thym, entre autres, les mettre au soleil, les exposer au soleil pour sécher, les moudre dans le moulin à main et mélanger cela, diluer cela, cette farine dans du lait de chèvre dans ce cas, ou de vache peut-être chez nous, et le boire. Et c'est là, dans des ustensiles comme cela, justement, comme cela,
Et quand je lis donc aujourd'hui, je disais, après plus de 10 ans de cette publication, quand je lis cet ouvrage en espagnol, j'ai l'impression de voir, j'ai presque l'impression de parler de la campagne du Sousse, de Tafel, de Tizni, de Ihahan. Parce que la similitude est si importante, si profonde. Rien qu'à voir les deux ustensiles de l'image du centre. Les deux ustensiles, oui, voilà, c'est ça, ces deux ustensiles-là. C'est à droite, c'est Azakoun canarien, et à gauche, c'est Azakoun marocain. Pour traire la vache ou traire la chèvre, pour prendre le lait, pour préparer tout mythe. Voilà. Je crois que... Merci. Merci à vous, merci monsieur, cher professeur, monsieur Ahmed Saber, pour cette intervention qui est très ciblée. Et merci pour ce magnifique, ce beau voyage linguistique, historique, anthropologique, toponymique aussi et culturel. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Nous passons maintenant aux questions. Je crois qu'il y a quelques livres, si vous voulez commenter. Bienvenue. Oui, des photos à commenter, d'accord, ok, ok. C'est une photo que j'ai prise de mon livre, Las Canarias Prehispánicas. Je commence par la droite. C'est un plat en feuilles de palmier, en principe, avec un peu de plastique aussi. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Ce sont des figues sèches. Bon, voilà. Donc, et ça, si je le présente dans ce livre, c'est justement parce qu'il y a un parallèle chez les Canariens. Pas aujourd'hui, mais dans le fameux grenier collectif dont je parlais tout à l'heure, aux environs de Las Palmas, on a trouvé, entre autres, des traces de tacorot comme ça dans les cases de ce grenier collectif canarien. C'est-à-dire que les Canariens en consommaient beaucoup, ça va de soi. La photo d'à côté avec la dame elle est en train de préparer un mlou, tout simplement. Ce qui nous importe ici, c'est le moulin à main. Et ce moulin à main, en pierre, bien sûr, ici, il sert pour préparer un mlou, c'est-à-dire le jus d'amande ou d'ergan, ça dépend, ou l'huile d'ergan. Il sert aussi pour préparer, sous une autre forme bien sûr, pas le même, le gofio dont je parlais tout à l'heure. En bas, à droite, vous avez un ustensile à bocal, justement, à bocal, pour garder le lait ou le beurre, aussi bien aux Canaries qu'au Maroc. Dans ce cas, c'est un abocal du Maroc. Et ensuite, à gauche, en bas, c'est une photo tirée d'un livre canarien, d'un auteur canarien, où l'on montre justement tout ce qu'on peut préparer à partir, disons, l'art culinaire canarien. Voilà. Ben, merci à tous les gens qui nous suivaient et qui posent des questions. La première question, pourquoi on trouve Takanarites partout, exactement, partout, comme au sud du Maroc, partout dans les îles Canaries? D'accord. Ouais. La question par Zor Abdo. Merci Zor Abdo. Ok. Takanarites, c'est d'ailleurs comme par hasard, c'est le titre que je donnais à mon dictionnaire espagnol mazir espagnol, où j'ai recueilli pas tous les mots de tamazir, ça va de soi, mais ceux qui sont les plus fréquents, qui seraient nécessaires pour une communication entre un canarien et un amazir. Alors, le taknarit, c'est-à-dire les figues de barbarie, c'est comme ça qu'on les appelle en français, les figues de barbarie, taknarit, l'hindi, al-kalmos l'hindi, taknarit. Il faut dire que taknarit n'est pas originaire de l'Afrique du Nord. C'est pas moi qui le dis, c'est la recherche scientifique qui le dit.
Il n'est pas originaire des Canaries non plus, même si les Canaries s'appellent Tigzirin Tikmeri en Amazight. Il est originaire des Indes d'Amérique. Lorsque Christophe Colomb était parti avec ses soldats en transitant par les Canaries, d'ailleurs en transitant par les Canaries, il s'est approvisionné en gofio, en Gorenton meat pour ses soldats. Une fois arrivé aux Canaries et au retour, avant de retourner aux Canaries et à la péninsule, il amenait tout ce qui lui semblait extraordinaire dans ces pays-là. Le maïs, qui nous vient de l'Amérique, les tomates, les pommes de terre et Teknarit, les figues de Barbarie. Et les figues de Barbarie ont atterri naturellement aux Canaries, comme tous les autres produits, comme point de passage, et il est arrivé jusqu'à nous. Aujourd'hui, on trouve Teknarit, bien sûr, il y a Teknarit Ifni, Moussa et Aïssa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce ne sont pas des noms de personnes, ce sont des noms de catégories de figues de Barbarie. On le trouve donc au Maroc, mais on le trouve également, je l'ai vu en Tunisie, donc en Afrique du Nord. Comme par hasard, et pour rire, en amazigh, on dit à quelqu'un tu es tout figue de Barbarie, si j'ose traduire littéralement, pour dire que vous parlez beaucoup sans dire quoi que ce soit. Voilà, donc je crois avoir répondu à votre question sur Teknarit. Oui, merci. Alors, les ancêtres du peuple canari, c'est-à-dire les Gouaches, les ancêtres des Gouaches, ont laissé des preuves de la survie d'un peuple dans la toponymie, dans la tradition orale, dans l'anthropologie culturelle. Cet héritage culturel, Monsieur Saber, est-il acceptable pour les Canariennes d'aujourd'hui? Oui, héritage, il y a, c'est évident. Je vais même plus loin pour dire, et ce n'est pas une invention, ce n'est pas du blabla, bien au contraire, les Canariens sont heureux de retrouver cette distinction, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux autres pays de l'Europe. Et les touristes qui arrivent aux Canaries, justement, ils voient une civilisation et une culture où il y a un brassage entre la culture occidentale, européenne si vous voulez, même américaine, mais européenne surtout, et amazigh, qui est le substrat culturel dans ces îles. Et c'est une richesse. Et les gens sont fiers de cette richesse, sans pour autant que nous ne sommes pas, sans pour autant dire que nous sommes autres que Canariens, n'est-ce pas? Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une conscience ethnique suffisante pour récupérer la langue et le patrimoine, la culture et l'histoire aussi des ancêtres, c'est-à-dire au niveau des dictionnaires, la grammaire, vocabulaire, publication, sur tous les niveaux? Je peux vous dire que personnellement, je remarque une évolution positive, non idéologique, positive, apolitique, dans le sens où des jeunes, à titre individuel ou dans le cadre de la société civile canarienne, se mobilisent pour revendiquer le fond amazigh de l'identité canarienne. C'est là un grand indice. Je disais au départ que du temps du général Franco, il était presque interdit, tabou, de parler de la parenté culturelle entre les Canaries et l'Afrique du Nord et le Maroc dans ce cas. Aujourd'hui, c'est une évidence. On en parle. Non seulement on en parle, on étudie, on décortique ce fait
de parenté culturelle parce que justement, ça fait, comme je disais, un label pour les Canaries de substrat amazigh. Ok. Oui, Monsieur Sabir, tout à l'heure, vous avez dit qu'il existe certaines connexions. Vous avez dit tout à l'heure qu'il existe certaines connexions entre la langue des Gouaches, c'est-à-dire les ancêtres des Canariennes, et les dialectes parlés par les Amazirs, ou bien les ancêtres, si on veut dire. Est-ce qu'on trouve également des similitudes au niveau de leurs pratiques culturelles? Vous avez parlé tout à l'heure de Bilma ou de Boujloud. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Je vous le disais au départ, il y a tellement de points que j'aurais pu citer, développer, mais elles affluent toutes à la fois dans mon esprit et j'en nommais quelques-unes. Effectivement, le côté culturel est très important, et il est très en relief en ce moment aux Canaries, non seulement parmi les jeunes, mais parmi les moins jeunes aussi. Je peux vous dire que j'ai eu personnellement l'occasion, parce que les expériences vécues, ça parle beaucoup plus que des lectures. Bon, les lectures, c'est vrai, mais l'expérience vécue est également importante. J'ai eu le plaisir de visiter un Canarien, un paysan canarien, qui préparait les les outres à base de peau de chèvre. Et c'est exactement la même chose que ce que nous faisons ici au Maroc. Seulement, ce monsieur, il n'y en a pas 10 aux Canaries. C'est un spécimen que les touristes cherchent parce qu'ils ont envie de voir comment ça se fait, comment ça se passe. Chez nous, il y en a plein. Au moment de l'Aïd el-Kbir, ce n'est pas le cas cette année à cause de notre malheureux Covid-19, Dieu nous en délivre. Les jeunes et les moins jeunes chez nous, à l'occasion de l'Aïd el-Kbir, la fête du mouton, pour ainsi dire, préparent ces pots. Bien sûr, ils ne les préparent pas eux-mêmes, c'est l'après-midi du jour de l'Aïd, les jeunes frappent aux portes des maisons pour ramasser en quelque sorte les pots, pour les utiliser pour les boujlouds, pour les carneros, comme nous les appelons aux Canaries. Alors, cette tradition culturelle est très profonde. Très profonde. Je pourrais en parler jusqu'à 2 heures, 3 heures. Mais pour résumer, je peux vous dire que les Canariens, encore une fois, grâce aux chroniqueurs, entre autres, je cite ici concrètement Betancourt Alfonso, qui nous a décrit la façon dont les bergers canariens portaient ces peaux qui étaient les peaux de leurs propres chèvres. Il les portait comme chemise, comme chapeau, comme soulier. Et quand je transpose cela vers le 21e siècle, quand je vois une jeune demoiselle avec une jaquette en cuir, c'est certainement une peau de chèvre, sans laine, c'est vrai, qui a été travaillée, c'est sûr, mais n'empêche que c'est une peau de chèvre. Entre les deux, nous gardons la tradition de Boujloud. Et cette tradition de Boujloud existe aussi bien au Maroc, notamment dans le Souss, c'est une caractéristique culturelle très forte, très enracinée, mais également aux Canaries, où ils appellent ça les carneros.
Carneros ou Boujloul, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une cérémonie où des jeunes et des moins jeunes se déguisent en portant des peaux de chèvre ou de mouton. À l'origine, c'était, à mon sens, plutôt des peaux de chèvre, mais également des masques de telle sorte qu'on ne sait pas de qui il s'agit, puisque le personnage, aussi bien du côté des Canaries que du côté du Maroc, du Sousse en particulier, il est aphone, volontaire, il ne parle pas. Parce que s'il parle, on pourrait le reconnaître. À la limite, il émet des sons animaux pour ne pas se faire identifier. Et c'est une cérémonie qu'il faut voir, qu'il faut vivre. Les touristes étrangers affluent aux Canaries lors de ces cérémonies. Ils veulent coïncider avec ces cérémonies. Nous, au Maroc, on pourrait également optimiser, disons, exploiter positivement ce carnaval. Je peux vous dire que lors d'une session où j'étais avec le professeur Hussein Bouya, membre de, respectivement président et vice-président, membre du carnaval de Bilmaoun d'Agadir et d'Insgan, nous avons fait en sorte d'inviter des carneros, des boujous canariens. Pour nous, ça aurait été une aubaine, vraiment. Nous n'avons pas pu avoir les meilleurs carneros et des Canaries qui étaient ceux de l'île del Hierro, mais nous avons eu ceux de los carneros de Teguise qui sont venus justement, malheureusement pas avec des peaux de chèvre, mais avec un costume assez spectaculaire. Et ils ont participé, c'est ça le plus important, avec nous, avec nos propres boujoud. Ils ont participé au défilé qui s'est déroulé tout au long de l'avenue Mohamed V à Insgan jusqu'à Tcheira, de la place de la Mimouna en passant par Mohamed Al-Khamis jusqu'à la place finale de Tcheira. Et ces Canariens, c'était au nombre de 3. Ils ont fait, pour rire, nous avons fait en sorte qu'ils avaient amené un costume supplémentaire et nous avons fait en sorte que l'un de chez nous le porte. Et il se trouve que celui qui le portait était un peu de teint plutôt noir, de couleur noire. Alors, lorsque les Canariens ont vu le film, ils ont dit, mais celui-là, il n'est pas de chez nous, naturellement. Mais autant dire que c'était un pas qui aurait pu aller très loin vers la mondialisation de Bilmaoun à Insgan, au Maroc. Monsieur Saber, du point commun au niveau de l'histoire, la culture, la langue, mais aujourd'hui, que faire de cette connaissance sur les Amazirs du Canari pour la prise de conscience de la spécificité amazigh en Afrique du Nord? Si j'ai bien compris votre question, nous n'avons pas fait grand-chose jusqu'ici, il faut le dire. Il faut dire que nous n'avons pas fait grand-chose. Notre culture, en général, est très riche. Notre culture amazigh marocaine est très, très, très riche. Quand je pense qu'un touriste allemand ferait très volontiers le voyage de Francfort jusqu'à Las Palmas ou à El Hierro ou à Fuerteventura pour assister à un carnaval pour 1, 2, 3 ou une semaine, journée ou une semaine, il aurait pu faire également un saut au Maroc où nous avons également des similitudes, des éléments complémentaires de ce qu'il aurait vu aux Canaries. Je peux vous dire, par exemple, que lors du festival de los Carneros à El Hierro, aux Canaries, c'est-à-dire des Boujloud aux Canaries, nous retrouvons certains détails que nous avons perdus au Maroc, curieusement, que nous avons perdus dans notre carnaval, et vice-versa. Pour ceux que nous avons perdus au Maroc et qu'on retrouve encore aux Canaries, c'est par exemple le cas de
quand le bougeloud, le carnero, le bougeloud canarien, poursuit un jeune et il le rattrape, et il l'attrape, il tire de sa poche un produit noir, dans ce cas le cirage noir, pour lui badigeonner le visage. Donc chez nous, ce n'était pas le cirage chez les bougeons, c'était écoulien, c'était, comment dire ça en français, écoulien, ce qui reste du bois, disons, une fois brûlé, en quelque sorte, cette matière noire. C'était utilisé au Maroc, dans le Souss. Ça ne l'est plus. Par contre, au Maroc, nous gardons un détail que les bougelouds canariens ont perdu. C'est que notre bougeloud, dans le Souss, quand il t'attrape, il ne va pas te caresser, bien sûr. Il va te donner 3 ou 4 coups de patte qui restent encore attachés à la peau qu'il porte. Chose que les Canariens ont perdue. C'est dire autrement, à travers ces deux petits exemples, il y en a plein dans ce sens, c'est dire que on aurait pu faire en sorte qu'il y ait un jumelage, oui, dans ce cas, un jumelage entre les bougelouds des Canaries et le bougeloud du Maroc. Ça revitaliserait notre culture d'un côté comme de l'autre, sur cette rive atlantique comme sur l'autre rive atlantique canadienne. Oui, Monsieur Sabera, les relations culturelles dont vous parlez tout à l'heure sont des relations entre universitaires. Et est-ce qu'ils s'impliquent les artistes ou bien la population, les Canariens ou bien les Marocains, c'est-à-dire l'échange entre les artistes, les Les échanges. artistes, ah oui, voilà, merci pour la question. Parce que là, vous me donnez une piste, ce serait une omission grave vis-à-vis de notre artiste Ali Falk. Notre artiste Ali Falk fait un travail colossal, c'est le moins qu'on puisse dire, pour faire un assemblage, sinon un rapprochement entre la chanson canarienne et la chanson du Souss, Amazigh du Souss. Et dans ce sens, il a monté, avant que le coronavirus nous dérange, comme vous le voyez, il a monté une équipe avec des jeunes musiciens canariens qui étaient venus dans son village natal où il a son studio, et il fait un travail extraordinaire justement pour donner lieu à une musique internationale, inter-amazigh Canari Souss. Et justement, dans le même sens, il y a des jeunes canariens qui se présentent à l'université à titre individuel par le moyen d'une bourse offerte par les organismes de l'État canarien, du gouvernement canarien, pour apprendre la langue amazigh au Maroc, à Agadir. Et je peux citer un cas, un jeune Roumain Sosa, un jeune qui a assisté au cours de la langue amazigh, au département de l'amazigh à la faculté des lettres, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a voyagé avec des jeunes Marocains dans des patelins pour mieux pratiquer la langue amazigh. Voilà. Et après cela, il y a aussi un autre, un certain Romar, exactement, tous des jeunes de la société civile,
qui donne maintenant, suite à ces immersions linguistiques à Mazir au Maroc ou dans le Jour, il retourne aux Canaries pour enseigner, dans le cadre de la société civile, pour enseigner la langue amazigh, et Tifina, entre autres. Voilà. Oui, bon, il y a une autre question Okay. et après on va s'arrêter. Pourquoi cette culture amazigh canarienne nous a été cachée et que personne n'en parlait avant ce jour-là? Avant ce jour, c'est-à-dire quel jour? que, que vous parlez, vous, aujourd'hui, de cette conférence. Elle n'est pas cachée, il suffit de la chercher, qui cherche trouve, n'est-ce pas? C'est vrai, vous avez en partie raison, Julien, en partie, parce que même si elle n'est pas cachée, elle n'est pas divulguée. Elle est là. Et quand je parlais du master conjoint, c'était des professeurs, d'éminents professeurs qui venaient donner des cours de culture canarienne et qu'ils débattaient avec des étudiants et des professeurs marocains. Et le professeur Hassan Bagri a dirigé bien des excursions dans des patelins justement pour l'immersion de ces chercheurs dans la société amazigh pour mieux comprendre et pour mieux expliquer. Bon, l'impact, il aurait pu être bien plus fort que cela, mais il faut dire aussi qu'ils ne sont pas très nombreux, les chercheurs impliqués dans cette recherche. Nous espérons que dans le prochain master, qui s'annonce déjà, avec un peu de chance au niveau du département d'espagnol ou de la matière, il y aura une bonne part de cette culture amazigh canarienne à titre d'ouverture, justement. Voilà. En Espagne, Monsieur Saber, est-ce qu'on parle aujourd'hui de cette culture et de cet héritage amazigh des îles Canaries? Pour ne pas vous mentir, je ne suis pas très informé sur ce point, mais autant vous dire aussi qu'il y a une ouverture sur ce monde inconnu qui est la culture amazigh. Parce que la mondialisation, c'est vrai, essaie d'harmoniser tout, que tout le monde boive la même chose, que tout le monde s'habille de la même façon, que tout le monde chante de la même façon, et quand vous sortez quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort de cette globalisation, qui sort de cette harmonisation, eh bien, ça fait des attraits et ça donne de l'écho. OK? Ben, nous arrêtons là. Un grand merci, Monsieur Ahmed Sabé, notre cher professeur. Je suis toujours heureuse de vous rencontrer, de vous voir à chaque fois. Merci infiniment pour vos partages et pour cette intervention qui est si ciblée et si intéressante. Merci à vous, Malika Boutaleb, pour avoir animé ce séminaire et bien d'autres séminaires. Et merci à c'est Mustafa Sadi à Paris. Merci à Sel Hussein Bouyakoubi qui est derrière les rideaux, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il est toujours là. Et merci à tous les collègues qui ont enrichi ces rencontres au pluriel. Merci à vous. Merci, M. Saberi. Tim Siwin, merci aussi à tous les gens qui l'ont suivi durant toute cette conférence et qui ont posé des questions. Demain, Inch'Allah, samedi, on accueillera M. Hitous qui nous parlera des défis de l'officialisation de Tamazirt au Maroc. Une conférence qui est programmée pour demain soir à 19h, horaire du Maroc, et 21h de France. Raountini, Tim Siwin, Rekli Bda, Raoun Sutur, une belle soirée à vous et à nous, comme d'habitude. Konzra, Azka, Mimeur. Pas mi-heure, mais 20h, horaire de France et 29h du Maroc. Arawintini, Arazka, Timisiwin. Timisiwin.